Donc Amélie Allienne, je suis ergothérapeute, on n'en a pas beaucoup entendu parler, on n'a pas entendu parler des professionnels libéraux, un peu des institutions. C'est vrai qu'on est peu présent en libéral, mais ça se développe de plus en plus dans des secteurs un petit peu particuliers. Donc en fait, je suis ergothérapeute diplômée de Montpellier, je travaille au CHU de Saint-Pierre depuis 2008. Je suis spécialisée en appareillage thermoformable, les orthèses sur mesure, en plastique avec les scratchs, pour les adultes, pour les enfants, et je suis aussi thérapeute de la main, spécialisée dans la prise en charge de la main et en particulier l'examen clinique approfondi. Je suis titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur d'appareillage des personnes handicapées qui fait partie du cursus MPR à la Timone à Marseille. J'interviens comme formatrice et intervenant dans les instituts de formation kiné et ergo. Je faisais de la formation continue pour les médicaux et paramédicaux et c'est en cours de retour, mais ce sont des choses qui changent beaucoup au niveau des référentiels et qui demandent aujourd'hui d'apporter des certificats, des diplômes, tout ça et tout. Donc c'est en cours de continuation. Je suis associée au GEMSOR, qui est la Société nationale de rééducation et de chirurgie de la main, auquel je participe sur des groupes d'études et des publications, des nouveaux référentiels de la littérature. Et donc j'ai créé le réseau Main Réunion, dont je suis présidente. Je vais vous faire une brève présentation, puisqu'en fait tout ce dont je vais parler a un peu été abordé dans les grandes lignes sur la théorie, donc je vais essayer de ne pas vous endormir pour la fin. Un peu sur la pratique, et je vais brièvement vous présenter l'association Réseau Main Réunion. Donc en fait, on a parlé beaucoup, ces termes ils sont revenus tout au cours de ces 2 derniers jours, illustrés ou pas par différentes spécificités. Donc on a parlé de données médicales qui sont définies par le règlement européen sur la protection des données personnelles, les références et les textes de loi dans le code de santé publique et le code civil, et tout ce qui régit les codes de déontologie médicale. Donc en fait, pourquoi c'est important? Parce que tout professionnel de santé, médical ou paramédical, qui qu'on soit, on est régi par des règles et des devoirs et des droits. Donc au niveau du lien, il y a la première chose qui a été abordée sous diverses formes dans les précédentes présentations, donc le libre choix du patient, dont du coup cette affiche-là, qui le représente, avec le patient qui a le libre choix des professionnels de santé qu'il va voir, et les praticiens qui se doivent de lui faciliter l'accès à ce droit. Voilà, on parlait tout à l'heure de compérage. Tout compérage entre professionnels de santé ou toute autre personne morale ou physique, donc que ce soit de santé ou autre, est interdit. Donc ça c'est dans les textes. Voilà. Donc c'est valable pour l'institution que je représente un petit peu aujourd'hui, pour laquelle je suis salariée, mais c'est valable aussi pour les libéraux entre eux, puisqu'il n'y a aucun droit à l'orientation d'office, même dans les espaces de regroupement de praticiens type maison de santé aussi, donc il est important de le noter. Donc ça, ce sont vraiment les textes tels qu'ils sont écrits. Les compétences et spécialités, donc la compétence est un savoir agir. Tout à l'heure, Julien et Eric signalaient justement un petit peu la particularité des spécificités médicales. Donc les spécialités kiné ont été citées ces jours-ci. Les spécificités, c'est uniquement donc ce qui est reconnu par le Conseil de l'ordre. Donc tout à l'heure, il y a une question qui a été posée justement sur les réseaux de santé. Le réseau de santé a pour but de faire du lien, mais en aucun cas de vérifier les compétences, de les juger ou quoi. Ça, c'est l'ordre qui le fait. Après, on a toute notre responsabilité professionnelle vis-à-vis de ça. Et à partir du moment où c'est reconnu par l'ordre, on peut l'afficher sur nos documents professionnels. Donc ça, c'est la règle pour tous. Nous, en ergothérapie, on n'a pas d'ordre. Donc, on a un diplôme. Et puis après, on peut faire des formations certifiantes. Mais en gros, on n'a pas vraiment le même contrôle que vous pouvez avoir. Mais en fait, on a quand même les mêmes règles déontologiques. Par contre, le praticien peut faire apparaître son appartenance à une structure de soins ou à un réseau de santé. Donc en fait, le réseau de santé n'a pas valeur de compétences spécifiques, mais ça montre aussi que la personne, elle est intéressée. Alors après, si c'est juste à but financier, ça le regarde. Mais en tout cas, elle est intéressée par la cause que le réseau de santé défend.
Voilà. Ce qui peut permettre des annuaires professionnels en attendant qu'il y ait des annuaires avec l'ordre qui sont en cours depuis de longues années. Mais dans tous les cas, moi, j'en fais pas partie. Les droits et les devoirs sur l'information entre l'institution et le libéral. Oui, l'institution, c'est une grosse machine, mais on est des professionnels de santé comme vous, et nous, l'intérêt, c'est de soigner les patients, et en fait, on a des droits et des devoirs qui sont un peu les mêmes, on va le voir. La collaboration entre les kinés, donc j'ai pris pour exemple les kinés, mais on est d'accord que c'est valable pour tous les professionnels médicaux et paramédicaux. Pour l'examen ou le traitement, doivent se tenir mutuellement informés avec le consentement du patient. Ça, c'est écrit dans les textes. Je ne fais que citer les textes, d'accord ? Dans le cadre d'une hospitalisation programmée, le masseur kinésithérapeute traitant, donc ça, il y a cette notion-là qui revient beaucoup dans les textes d'ailleurs, avec le consentement du patient, donc encore ce fameux consentement, communique aux confrères de l'établissement toutes les informations utiles. Bon, la question qu'on se pose toujours et qui reviendra, c'est ok, mais comment ? En passant par le standard de l'hôpital. Le devoir de l'institution, c'est pareil à l'inverse. L'établissement de santé se doit de recueillir les coordonnées des professionnels, les informations nécessaires pour le séjour du patient et ensuite les transmettre aux professionnels. Donc c'est écrit dans les textes. C'est un devoir de communiquer entre l'institution et les libéraux pour permettre la coordination de nos soins. Le kiné hospitalier, lors d'une prise en charge à l'occasion d'une hospitalisation, doit en aviser le kiné désigné par le patient. Il le tient informé des décisions essentielles concernant le patient après consentement de celui-ci. Ça fait beaucoup de coups de fil quand même. C'est très compliqué. Donc ça, ce sont nos devoirs, c'est écrit dans les textes. Voilà. Donc les données médicales et le secret professionnel. Donc les informations médicales et paramédicales peuvent être transmises uniquement avec l'accord du patient. Donc on a vu tout à l'heure, ça s'appelait le consentement. Là, c'est l'accord du patient. Donc c'est encore les textes de loi. Hein. Sauf que ça a déjà été abordé hier. Les moyens mis en œuvre à ce jour, ils étaient inexistants. Aujourd'hui, le système informatique avec le dossier médical partagé qui devient mon espace santé. Quand j'ai fait la diapo, c'était avant juillet, donc c'était pas encore... en fonction, même si ça n'est pas encore réellement. La question qui se pose, c'est nous, professionnels paramédicaux, est-ce qu'on y a accès, dans quelle mesure, et ça émanera uniquement du patient. Donc il faut que le patient fasse la démarche 2, et on est d'accord que si on veut communiquer entre professionnels, si le patient est central encore là-dedans, du coup ça peut être aussi compliqué. Et les fameuses... messagerie sécurisée où il faut avoir la même que son interlocuteur et puis elles sont multiples et puis en fait c'est la galère. Moi j'ai demandé à l'hôpital depuis 1 an et demi d'avoir accès à la messagerie sécurisée via l'hôpital, je ne l'ai toujours pas. Donc je fonctionne avec la boîte mail de l'hôpital. Le secret professionnel, donc là on tombe sur le pénal carrément, donc on a vu que le code de santé publique nous ordonnait de communiquer sous diverses manières. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, c'est-à-dire nous, sur les informations médicales et paramédicales du patient, c'est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, et ce, même avec accord du patient, même écrit. Voilà, si on ne le fait pas de manière sécurisée. Donc en fait, voilà, en gros, on nous dit il faut, il y a qu'à, mais il faut comment ? Donc faire du lien, c'est pas si simple, avec toute la bonne volonté qu'on peut avoir. Voilà, donc dans la pratique, comment ça se répercute sur des études sur la collaboration interprofessionnelle kiné, et là c'était plutôt axé sur kiné et médecins généralistes, mais grosso modo ça reste assez représentatif. Donc c'est que globalement ce qui ressortait, c'était une méconnaissance des compétences des kinés. Donc comme je dis, je fais le parallèle avec les autres professions, à part ergo, ou autres, orthophonistes, psychomotes, on est tous concernés, hein, c'est pareil. La difficulté à cerner l'expertise des paramédicaux, on appellera ça dans le général. Le manque de communication entre les médecins et les paramédicaux, mais entre les paramédicaux entre eux aussi.
Et ce qui ressortait quand même, c'est que les médecins prescripteurs ne reçoivent que très rarement, voire quasiment jamais, de bilan et de compte rendu des prises en charge des paramédicaux en général. Et ça, c'est un fait. Et je peux vous dire que l'institution ne reçoit aucun, voire très peu, de compte rendu des libéraux. Voilà. Et ce qui est assez problématique en général. Donc forcément, améliorer la collaboration, ça permettrait, donc c'est une étude qui a été faite, d'améliorer quand même les bilans et diagnostics médicaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'apport de l'expertise paramédicale, quelle qu'elle soit, APA, ergo, là je fais toute profession confondue, apporterait quand même d'affiner et de préciser le diagnostic médical. En fait, on est une composante essentielle à l'élaboration du diagnostic médical dans l'examen clinique global. Et ça, notre expertise, elle est très importante parce que ça peut être décisif vraiment dans les thérapeutiques qui seront choisies par la suite. Donc, une stimulation interprofessionnelle, comme on voit lors des congrès, par exemple, c'est très stimulant, même si des fois ça retombe à plat après, mais en tout cas c'est stimulant. Et une augmentation de la motivation, de la satisfaction. Il a été abordé tout à l'heure que la création de ces réseaux, c'est aussi motivant, c'est aussi important pour donner du sens à notre profession et pour continuer à se former et à s'informer globalement. Donc, ça a été abordé plusieurs fois, j'ai beaucoup entendu interprofessionnalité. Dans les textes, on parle beaucoup de pluridisciplinarité. Donc, en fait, juste pour schématiser vite fait, si on prend l'hôpital comme une discipline, parce qu'il y a tous les libéraux autour, l'hôpital, c'est plusieurs professionnels. Il ne faut pas croire qu'à l'hôpital, on communique tous. On est exactement comme vous en libéral. C'est très compliqué aussi de communiquer au sein même de l'hôpital. On n'est pas dans un pôle de rééducation, on est tous des praticiens un peu séparés, même si on est dans les mêmes locaux. Mais en tout cas, ce qui fonctionne aujourd'hui beaucoup, et c'est les anciens schémas, et c'est ce qu'on essaie de faire bouger avec toutes les instances au sein des libéraux, comme les URPS et tout ça, c'est que en fait, le patient il est central. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au dossier informatisé, c'est qu'en fait, ça sera le patient qui aura encore le contrôle sur l'information, qui pourra donner accès ou pas. Et en fait, on est d'accord que quand l'hôpital dit ça, le kiné dit ça, l'infirmier dit ça, moi je suis dans la main par exemple, les patients qui sortent de l'hospitalisation, ils vont avoir des informations. Et en fait, il n'y a pas de coordination du tout entre les différents acteurs, infirmiers, kinés, orthésistes, ergo, pharmaciens. Chacun, il va un peu de son conseil et tout. Et en fait, on a souvent des patients qui sont un peu paumés, quand même, globalement, et même nous, en tant que professionnels. Donc l'interdisciplinarité, c'est OK les libéraux, entre vous, c'est génial. Mais en fait, OK tous les professionnels, entre eux, libéraux ou institutions, en fait. Parce que le but, c'est de soigner les patients et d'être cohérent. Et en fait, quand on a un discours cohérent, on a un patient content. Et puis en fait, on arrête de parler entre professionnels. Quand vous discutez avec les professionnels, vous ne parlez pas comme avec votre patient. Donc là, le patient, il est médiateur de l'information. Sauf que, en fait, parler à vos collègues, c'est pas parler comme... on ne dit pas la même chose à un collègue que ce qu'on dit à notre patient. Ça ne veut pas dire qu'on lui cache des choses, ça veut dire juste que c'est pas le même discours, c'est pas la même réflexion. Donc aussi ça, comment l'améliorer. Donc les moyens, on les a vus un peu, ça a été abordé au cours de toutes les présentations qui m'ont précédé. Donc le bilan diagnostic kiné, qui est important, voilà, et encore mieux à l'écrit, et qui se transmet. Pardon. Les courriers de consultation aussi, pareil, des médecins, c'est bien quand il y en a. Et c'est bien d'y avoir accès, les comptes rendus de rééducation, les protocoles éventuellement qui permettent de standardiser un petit peu les pratiques, ou en tout cas d'informer sur le type d'orientation protocolaire qu'on peut avoir, les documents d'auto-rééducation, les messageries, les fameuses messageries sécurisées, et le fax. C'est CD par écrit, ça existe encore à l'hôpital, on a le fax bien entendu, à l'ancienne. Et les rencontres réelles, donc les réunions d'équipe, ça c'est plus dans les institutions elles-mêmes, parce qu'on est d'accord qu'entre libéraux et institutions, se trouver un créneau entre 17 et 18, c'est plus pour l'apéro que pour faire une réunion pluridisciplinaire.
Les formations, les conférences, les séminaires, les colloques et les associations de spécialité et les réseaux de santé qui sont du coup le meilleur moyen de communiquer entre nous. Et par oral, ce qui se fait le plus, parce que les écrits restent, donc quand on transmet des informations par écrit, vu qu'on sait que c'est pas trop légal, et on fait moins, mais par contre on se téléphone, déjà encore faut-il avoir le créneau, et le problème c'est que moi je vous avoue que mes examens approfondis de la main, au téléphone, c'est compliqué de faire tout mon bilan de mobilité en détail au téléphone, c'est chronophage et c'est clairement pas possible. Voilà. Donc à la limite, oui, pour prendre des coordonnées ou demander des informations, mais en fait, les moyens, ils sont très limités. Donc les limites pour l'institution, et ça sera un peu les mêmes que pour le libéral, on s'est tous mis d'accord sur le fait de dire que le temps de travail pour l'activité transversale, donc c'est-à-dire tout ce qui est communication, compte rendu, évaluation, n'est absolument pas considéré. Si on ne fait pas du soin, ça compte pas. Et ça, c'est pareil pour les libéraux. Donc alors que c'est ce qui nous prend le plus de temps. Et qu'on ne peut pas faire du soin si on n'a pas évalué ce qu'on devait faire avant. L'accès, l'échange et la diffusion sécurisée des informations médicales qui pour l'instant est très mal définie, on est d'accord, donc tant que c'est pas en place, on verra comment ça se passe, mais pour nous c'est pareil, c'est la galère. Le patient qui reste le médiateur de l'information médicale qui le concerne, soit orale, soit écrite, et on est d'accord que la compliance thérapeutique et l'intérêt qu'a le patient dans son suivi, lui, il est patient, il n'est pas soignant, et du coup, c'est vraiment un rôle différent. Et du coup, vous vous rendez compte que moi, un examen clinique approfondi de la main, ça me prend 1 heure, plus la réalisation des traitements orthétiques, ça me prend facile 1h30. S'il faut que je dise à mon patient, vous restez là, je tape votre compte rendu, et puis je vous l'imprime, et puis je vous le donne, oui, parce que j'ai pas de secrétaire, bien entendu. J'ai même pas d'imprimante dans mon bureau. En fait, c'est juste pas possible. Parce qu'entre-temps, moi, c'est la cour des miracles dans le couloir. J'ai 5 fractures de métal, 2 humérus, 2 pieds beaux vers le séquin. Et puis, je leur dis, non, il faut poireauter parce que... Donc, clairement, c'est pas possible. Si j'envoie au patient par mail, il va pas l'imprimer. On n'est pas sur... c'est compliqué. Donc, en fait, cette information ne sera pas transmise. Et dedans, il y a des informations spécifiques pour le kinésithérapeute. D'ailleurs, les patients, des fois, n'ouvrent même pas leur mail. Donc, il faut vraiment qu'on trouve le moyen de pouvoir communiquer entre nous. Pas que le patient ne le fasse pas à tous les coups, mais en tout cas, c'est une perte d'efficacité dans notre prise en charge. Les prises en charge pour nous, à l'hôpital, elles sont multiples. Et très clairement, moi, je fais de la consultation. La majeure partie de mes patients, je ne les vois qu'une fois. De très courte durée, donc il faut être rapide, efficace, et je ne vois pas les patients régulièrement comme vous. Des fois, je les vois que pour les examens cliniques, ce qui arrange bien mes collègues libéraux, parce que moi, je les dispense de faire ces gros bilans qui sont très chronophages. Mais du coup, voilà, c'est un peu l'inconvénient de l'institution. Vous, en libéral, je ne suis pas libérale, mais je travaille essentiellement avec des libéraux. Donc c'est en effet cette histoire de BDK aussi, de la valorisation et des actes transversaux, et pareil, de la notion de prescription de bilan, et puis aussi de la relation avec les prescripteurs, parce que cette communication elle est importante. La reconnaissance de l'expertise des rééducateurs en général, voilà, qui est importante. Dans le diagnostic, on parle de diagnostic kiné, on parle de diagnostic ergo, on parle de diagnostic médical. En fait, la grosse différence, c'est que nous, on n'a pas le droit de nommer la maladie, mais on peut donner tous les signes cliniques, on n'est pas interdit de le faire. On peut beaucoup orienter vers la maladie. La difficulté d'accès aux informations, ça clairement, je vous le concède. Pour vous, libéraux, avoir les informations de l'hôpital, c'est juste une galère pas croyable. Je vous disais, le standard, les mails, on ne sait pas à qui s'adresser, d'accord. Il y a encore un chirurgien qui m'a dit, ça date d'il y a 1 an ou 2, mais ah bon, le kiné, il a besoin du compte-rendu opératoire pour des fléchisseurs. Voilà, donc oui. Mais le secret professionnel. Donc la protection du secret professionnel, voilà. L'accès local limité au niveau des formations professionnelles certifiantes, donc ça pareil,
les URPS qui peuvent du coup soutenir les démarches des associations et des réseaux de santé pour essayer d'aider à développer des formations au niveau local qui peuvent permettre de stimuler un peu l'attractivité, puisque quand il y a des formations, ça permet un peu de se mettre au bout du jour et puis de créer un petit peu une émulation commune autour de sujets, un peu d'expertise. Les propositions, du coup, si possible, trouver une uniformisation des moyens de communication sécurisés, soit avec le dossier santé, mais il faut vraiment trouver une solution pour qu'on puisse communiquer, puisque là, les signaux de fumée, c'est un peu compliqué. Cette notion de kiné référent, kiné traitant, qui est assez présente dans les textes et qui, du coup, est-ce que le dossier santé sera ouvert à un seul kiné qui sera considéré comme kiné référent, ou est-ce que ça sera ouvert avec un espace rééducateur aux rééducateurs en général? Est-ce que nous, les ergothérapeutes, on apparaît, déjà qu'on ne parle pas beaucoup de nous, c'est compliqué. Donc voilà, en fait, un peu, qu'est-ce que ça signifie tout ça? La systématisation et la valorisation des actes transversaux dans la pratique, on a vu que tout à l'heure, il y a des réseaux de santé ou des associations qui ont mis en place un financement du bilan du kiné pour qu'ils puissent le faire. Donc là, il faut vraiment considérer ces évaluations et ces bilans comme quelque chose qui fait partie du soin, en fait. Tant que ça ne sera pas valorisé en tant que tel, ça sera compliqué. Nous, en ergothérapie, on n'est pas remboursé. Mais en fait, on a des conventions sur nos bilans qui sont facturés avec des tarifs établis au sein conventionnés, parce que ça fait partie du soin. Mais bon, nous, le problème, ce que se passe, c'est pas remboursé. L'accès rééducateur à mon espace santé avec des rubriques spécifiques, et puis, si possible, de développer l'aide à la formation professionnelle et interprofessionnelle. Et donc, du coup, booster la dynamique locale. Donc, avec des événements comme ça pour créer des réseaux de santé, si possible. Donc je vais vite fait vous parler de la thérapie de la main. En fait, la thérapie de la main, on parle bien de thérapie de la main parce que ça regroupe tous les professionnels qui sont acteurs, donc les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les orthésistes, qui sont acteurs dans la prise en charge rééducative, en tout cas et réadaptative de la main. Sans distinction de profession. Voilà, la grande famille des thérapeutes de la main, et dedans, on est ce qu'on veut, mais on est tous ensemble. Donc en fait, ce qui est assez plaisant, c'est qu'il y a une grande collaboration médicale et paramédicale au cours du soin du patient. Avec les chirurgiens, il y a quand même un dialogue qui s'établit. Les congrès sont très mixtes, il y a vraiment tout le monde ensemble. Donc c'est ce qui se retrouve globalement dans cette spécificité. Il y a de plus en plus de création de centres de soins de référence avec des SOS-mains, des centres de la main. Donc ça, c'est valable en France, enfin en métropole. À La Réunion, il y a le SOS-main de Saint-Denis, mais il y a juste des chirurgiens. Et du coup, ce qui est plaisant, comme je disais, c'est qu'il y a un partage de pratiques sur le plan national et international qui est hyper actif et dynamique. Alors il y a de tout, Instagram, TikTok, Facebook. On est tous sur tous les réseaux. Les gens, ils se partagent des photos, des tips, des machins et tout. En fait, c'est hyper actif. Enfin voilà, la couverture est bien assez grande au niveau de la main. Ça a été un des grands oubliés de la rééducation pendant longtemps. Il y a tellement de choses à faire, donc c'est hyper dynamique. Et c'est plutôt une grande famille assez sympa. Que voilà, si ça vous dit de venir. Du coup, j'ai créé l'association Réseau Main Réunion. Du fait d'un constat qu'il n'y avait rien qui se passait sur l'île, même si certains ont largement contribué à œuvrer pour mettre en place cette dynamique-là. Donc on a continué ce qui avait été planté initialement par les représentants de la profession. Du coup, on a créé avec un collègue kiné libéral l'association en 2015, qui se définit comme une association de réseau de santé avec plein d'objectifs élargis, histoire de, si elle se développe, pouvoir continuer sur une belle lancée. Du coup, la mise en activité, c'est l'organisation de conférences thématiques, l'information, la sensibilisation, une espèce de coordination très étroite avec les chirurgiens, les prescripteurs et tous les corps de métier confondus. L'organisation de tables rondes et une grande insistance pour promouvoir la formation au niveau local, c'est pas évident.
et du coup de faire reconnaître la spécificité de la thérapie de la main qui, comme toute partie du corps, possède certaines petites particularités qu'il est bon de connaître pour pouvoir être efficace dans sa prise en charge. Donc en 2022, ça a été une belle année après le Covid, mais c'était un petit peu compliqué de coordonner tout ça, les conférences et tout. Donc là, aujourd'hui, on compte à peu près une quarantaine d'adhérents sur toute l'île, de Saint-Benoît à Saint-Philippe, en faisant tout le tour. Il y a des cabinets de kinés, donc quand le cabinet adhère, en gros, ça référencie le cabinet. Des gens qui sont certifiés ou non, qui ont fait des formations ou non à la thérapie de la main. On n'est pas du tout, on n'a aucun regard là-dessus. Vous êtes tous diplômés, compétents. Donc je laisse les instances gérer ça. C'est pas au moi de gérer. Par contre, vous êtes les adhérents en tout cas sont intéressés par la thérapie de la main. Des médecins généralistes, des médecins spé, on a des chirurgiens ortho spécialisés dans la main, on a aussi des chirurgiens esthétiques, on a des MPR, on a des ergothérapeutes, on a des orthésistes, enfin il y a un peu de tout. On n'a pas d'infirmiers et ça serait vraiment bien parce qu'ils en font partie dans le soin de la main particulièrement, c'est très important. On a réussi à créer un site internet que maintenant quand on tape Réseau Main Réunion sur Google, on l'a tout de suite. C'est bien. Où du coup il y a un annuaire des professionnels adhérents, donc pareil, le libre choix du patient, donc le patient va sur le site, il va sur l'annuaire des professionnels, il voit si dans son secteur il y a des professionnels ou pas. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien et j'avoue que le site est bien fréquenté, je pense pour l'annuaire, mais voilà, ça n'a pas forcément que cette vocation-là, en tout cas ça fonctionne bien. Et du coup, on fait une conférence le 1er décembre sur le SDRC, ce sujet un peu compliqué, donc le syndrome douloureux régional complexe du monde supérieur, au CHU Sud, et c'est gratuit. Et du coup, si vous êtes intéressé, on est sur le village des Assos. Et si jamais vous n'avez jamais entendu parler du réseau main, envoyez-nous juste soit un bulletin, un mail ou quoi, et comme ça on vous rajoute à la mailing et on tiendra au courant des modalités d'inscription et puis des différentes conférences, formations, événements qui sont organisés. Donc voilà, donc on est tous là pour travailler ensemble et ce qu'on veut c'est soigner nos patients et bien, et du coup voilà, si on le fait intelligemment ça peut fonctionner. Mais il faut qu'on nous donne les moyens de le faire. Donc voilà. Et oui, j'envoie tous mes comptes rendus par mail, donc ce n'est pas sécurisé, mais j'ai pas le choix parce que je préfère travailler bien que de travailler toute seule dans mon coin, et du coup, voilà.